Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence. Donc, vous êtes peut-être pas très nombreux, mais je peux vous dire qu'online, il y a toute une série de personnes qui vont nous écouter et je m'en réjouis. Donc, je suis le professeur André Chêne de l'Université de Liège. J'ai l'honneur de présider l'Académie royale de médecine de Belgique durant cette année 2023. Et donc, à ce titre-là, je vais co-présider cette séance consacrée au BLAST avec mon collègue, le professeur Van Ramdonk, que vous connaissez bien en tant que président de la KGB. Je lui passe la parole pour vous souhaiter quelques mots de bienvenue avant de commencer la réunion. Merci beaucoup. Ook van mijnentwege, als voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, heet ik u van harte welkom op dit gezamenlijk symposium. Ook onze collega's online thuis. Het symposium, zoals u reeds aangekondigd heeft gezien, gaat over blast-related disabilities, met name over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. We hebben 4 sprekers uitgenodigd deze ochtend en zij zullen een voordracht ook geven in de eigen landstaal. Ik denk dat we dan ook van start kunnen gaan met de eerste spreker en mijn collega zal de spreker inleiden. Merci beaucoup. Donc, c'est un grand plaisir d'inviter le lieutenant-général Pierre Neerings, qui a une carrière assez extraordinaire, que je vais essayer de vous résumer en quelques phrases. Donc, il est issu de l'école royale des cadets qu'il avait rejoint à l'âge de 15 ans. Et après ses études de médecine à l'université de Namur et à l'UCL, le docteur Pierre Neerings est affecté dans une unité de reconnaissance des forces belges en Allemagne, où il exerce la médecine générale au profit des militaires et de leurs familles. Mais rapidement, en raison des opérations militaires auxquelles il participe, dans une série de pays, les Balkans, au Congo, au Rwanda, au Liban et en Afghanistan, il va s'orienter vers la médecine d'urgence, qu'il pratique alors au service des urgences de l'hôpital de Montgodine. Il est impliqué dans la formation de la médecine de combat des personnels de santé de la défense, ainsi que dans les formations de l'Université catholique de Louvain et de la KU Leuven pour la prise en charge des médecines de catastrophe. Il a assuré le commandement d'unités médicales opérationnelles, la direction de l'hôpital militaire Rennes-Astrid et enfin de l'ensemble du service médical militaire. En fait, il termine sa carrière active en septembre de cette année, après 46 ans au service du pays, nous dit-il. Il assure aujourd'hui et poursuivra dans le futur la fonction de secrétaire général du Comité international de médecine militaire, une organisation intergouvernementale qui regroupe 118 services médicaux militaires du monde entier. Monsieur Neerings, on vous donne la parole et vous allez donc nous expliquer comment gérer le BLAST. C'est certainement une tâche difficile, mais je suis sûr que vous allez répondre aux attentes de nos auditeurs. Merci. Geachte voorzitter, monsieur le président, geachte algemene secretaris, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les professeurs, dames en heren, van harte dank voor deze introductie. Er wordt mij gevraagd om in het Frans te spreken, maar aarzel nooit in het Nederlands uw vragen te stellen. La gestion des blessures par le blast est évidemment quelque chose de particulièrement compliqué. À partir du moment où je vais aborder très brièvement ce qui se passe au plan de la physique, je vais surtout me focaliser sur, non pas ce qui est déjà connu en matière de lésions par explosion, mais surtout sur des événements un peu étranges qui ne sont pas du tout maîtrisés aujourd'hui. Je déboucherai sur une proposition dans le domaine de la recherche pour pouvoir envisager une meilleure approche diagnostique d'une part, thérapeutique d'autre part. Je ferai un lien entre ce que l'on observe chez les patients, entre ce que l'on a nommé le mild traumatic brain injury et le stress post-traumatique. Et je me propose de vous faire une conclusion et de vous laisser un temps pour vos questions. Pour ce qui concerne la physique, l'explosion va générer une onde de pression sur quelques fractions de seconde qui va amener une pression atmosphérique à des normes ou à des valeurs hors normes. Ceci, sur très peu de temps, va générer donc cette pression positive. Et puis,
comme pour la cavitation temporaire que l'on observe dans les blessures par projectiles à haute vélocité, cette pression négative va avoir des effets particuliers que les orateurs ou un des orateurs suivants va pouvoir expliquer. Je n'ai trouvé comme iconographie que cette fractale pour pouvoir expliquer que cette onde va se diffuser dans l'espace, tenant compte de l'environnement et dans tous les sens, ce qui va générer évidemment chez nos patients des successions de lésions qui vont être conséquentes, qui vont être la conséquence de cette réverbération des ondes. On sait que nos victimes sont exposées à ces diverses pathologies et qu'elles ont un facteur de gravité en fonction principalement de la distance entre l'épicentre de l'explosion et l'environnement à plus longue distance. Ceci toujours dans les 3 dimensions de l'espace. Ce que nous savons aussi, c'est que les facteurs de sévérité de ces lésions vont dépendre d'une part de la qualité et de la quantité d'explosifs qui va être présente, de la victime en termes de position ou de morphologie. Des personnes plus légères vont être projetées plus loin, mais des personnes assises ou des personnes debout vont avoir des lésions différentes. Et le 3e facteur qui aggrave les choses, c'est l'environnement confiné. Une explosion en espace libre va permettre à l'onde de se diffuser dans l'espace, mais dans un espace confiné, cette onde va se réverbérer à plusieurs, ou va se répercuter à plusieurs niveaux selon les obstacles rencontrés par cette onde de pression. Ce qui va générer, et c'est ce qui est connu ou classifié dans les 4 types de lésions que l'on va trouver, ce n'est pas l'un ou l'autre par rapport à la distance, c'est aussi un ensemble de lésions qui, tout d'abord, sont dues au fait que l'onde va traverser le corps et va toucher une série d'organes, des organes creux aux organes pleins, et le professeur Jacobs en parlera tout à l'heure. Ce sont aussi des effets secondaires liés à des éclats ou des débris qui vont être projetés et qui vont perforer la victime, mais aussi, et selon l'origine de l'explosion, entre autres dans des opérations militaires ou lors d'actions terroristes, ce qu'on a appelé en milieu militaire les dirty bombs. Ce sont ceux qu'ils mettent en plus autour de l'explosif pour faire encore plus de dégâts en projetant des clous, des vis ou autres objets quand on ne parle pas de bombes avec produits chimiques ou produits biologiques. Les effets tertiaires sont liés au fait que le corps de la victime est projeté contre un obstacle ou que l'obstacle s'écrase sur la victime. Et ce sont donc des lésions d'écrasement ou des lésions de projection avec des fractures complémentaires. Des effets quaternaires sont ceux liés à la quantité de chaleur libérée lors de l'explosion et aussi à l'inhalation des fumées, toxiques ou pas. Ça pourrait être aussi de l'amiante lorsque le bâtiment est en béton et génère ces inhalations, enfin, générera dans le futur ces lésions liées à des inhalations de toxiques. Par contre, ce qui n'est pas vraiment encore sous contrôle, c'est la question de savoir quels sont les troubles cellulaires qui vont se passer suite à cette explosion. Et on constate chez les patients un certain nombre d'anomalies cellulaires qui vont se produire, et le professeur Deltemps en évoquera en particulier. Aussi, on constate que les problèmes neurologiques vont être particuliers, associés à des troubles psychologiques liés à l'impact de l'explosion. Ces éléments-là ne sont pas encore clairement définis et peuvent parfois mener à des interprétations différentes et donc avec à la clé un sentiment d'abandon de la victime qui se sent non crue par ceux qu'il consulte. Je vais m'attarder un peu plus sur ces effets cellulaires et ces effets neurologiques particuliers.
Les effets cellulaires observés vont concerner des phénomènes métaboliques particuliers et entre autres ce syndrome inflammatoire ou ce syndrome hyperinflammatoire que l'on va rencontrer chez certains des patients. Ce sont des désordres d'ordre immunitaire, peut-être pas immédiatement, mais dans le décours de la vie du patient, quelque chose qui va être intriguant, tout en sachant qu'il y aura des lésions cellulaires au niveau du système nerveux, qu'il soit périphérique, qu'il soit central ou qu'il soit neurovégétatif, avec des présentations cliniques particulièrement intrigantes. Au plan central, on parle dans le monde médical militaire, dans tous les pays et principalement au niveau de l'OTAN, de ce mild traumatic brain injury dont je vais parler dans quelques instants. Les effets neurologiques et psychosomatiques sont absolument présents. Nous n'avons pas d'explication encore, mais il s'agira de syndrome post-concussion, il s'agira du syndrome de stress post-traumatique, il s'agira de divers troubles des systèmes sensitifs et des systèmes olfactifs, auditifs, voire ophtalmologiques. Ce sont des désordres d'ordre des connaissances et des troubles cognitifs, mais ce sont aussi des troubles du comportement. Cette entité est particulièrement méconnue, je pense. Depuis la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, nous avons parlé ou nous avons entendu parler de ces shell shock. C'est une technique militaire, il est clair, de bombarder un champ de bataille avant que les troupes au sol ne puissent progresser. C'est une constante. Nous l'avons trouvé sur le front de l'Isère durant la Première Guerre mondiale, mais nous le voyons aujourd'hui encore en Ukraine, où une des techniques est de bombarder massivement. Déjà à l'époque, il était excessivement compliqué de faire la distinction entre ce qui était physique et ce qui était psychologique. Et on assistait à des soldats, ici une photo de soldats britanniques en particulier, qui présentaient des troubles comportementaux particuliers. Ça allait depuis l'hilarité, quelqu'un qui rit, qui trouvent ça marrant, alors qu'ils sont sous les bombardements. D'autres qui sont complètement hagards, perdus, et qui se posent des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et d'autres qui sont complètement prostrés et qui n'ont même plus de quoi réagir. Une revue de la littérature en 2007 faisait justement cette analyse rétrospective de ce qui s'était passé dans ces conditions-là, dans des conditions de bombardement massif. Et il était conclu dans cette publication qu'il est difficile de faire la distinction entre ces lésions physiques et ces lésions psychologiques, parce qu'il était vraisemblable, ou il est vraisemblable, que les deux coexistent. Plus tard, au niveau de l'OTAN, dans ce que nous appelons l'organisation Sciences et Technologies, plusieurs nations confrontées à cette présentation clinique d'un trauma cérébral fermé, puisqu'il s'agira au moment de l'explosion d'un mouvement du cerveau au sein de la boîte crânienne sans qu'il n'y ait pour autant de plaies et de lésions externes. On a constaté chez beaucoup de militaires, que ce soit en Afghanistan ou que ce soit dans d'autres situations de conflit, que ces patients présentaient donc des formes particulières de lésions attribuées à ce mouvement du cerveau au sein de la boîte crânienne, associées à des problèmes de stress post-traumatique. Je dis associés parce qu'il y avait présence de symptômes typiques de cette lésion cérébrale, mais il y avait aussi présence de symptômes qui n'avaient rien à voir avec la lésion cérébrale, mais qui étaient plutôt liés au stress post-traumatique. Dans un trauma cérébral sans stress traumatique, il n'y a pas de flashback. De même qu'il n'y a pas de problème neurocognitif dans la description clinique du stress post-traumatique. Et donc, clairement, nous sommes convaincus au niveau militaire que les deux coexistent. Ça va avoir une implication plus tard, et certainement lorsque nous aborderons les aspects d'expertise.
Qu'a conclu cet groupe de recherche collaborative, c'est-à-dire en fait les 31 pays de l'OTAN collaborent à cette entité et rassemblent les connaissances dans les différents pays membres, et des groupes de recherche font la collusion ou le rassemblement de toutes ces données, et leur conclusion était évidente. Pour l'instant, il nous manque une définition standardisée de ce syndrome particulier. Il nous manque aussi cette approche clinique systématique. Différentes victimes sont vues par différents praticiens et tous n'ont pas nécessairement une approche identique. Le groupe de travail recommande les nations à développer des programmes de recherche pour améliorer d'une part les technologies de diagnostic, entre autres pour ce qui va être le diagnostic, je l'évoquerai dans quelques instants, mais c'est aussi évoquer les meilleures pistes de traitement que nous avons entamées dans nos différents pays pour ce type de patients, mais aussi une approche plus globale de la notion d'expertise et de la définition des dommages. Nous concluons tous, pour l'instant sans preuve scientifique, qu'il y a donc un lien inévitable entre ce que l'on appellera le stress post-traumatique et ces lésions du cerveau. Dans le domaine de l'approche clinique, le groupe de travail recommande aux services de santé militaires d'adopter une procédure de sorte à rassembler un maximum de données observées lors de l'examen des patients et de l'analyse de leurs symptômes, en donnant une sorte de systématisation d'approche, en faisant l'inventaire d'un certain nombre de signes ou symptômes, de sorte à ce que l'on puisse aussi, entre les nations, pouvoir comparer et pouvoir identifier dans ce type de situation clinique quelles seraient les meilleures approches pour avoir une vue plus globale, qu'elle soit neurocognitive ou qu'elle soit un examen neurologique classique, voire approfondi, sur la manière de standardiser notre approche clinique du diagnostic. Pour ce qui concerne le diagnostic, de développer clairement des techniques d'imagerie, de développer des possibilités de biomarqueurs, que ce soit au niveau sanguin ou au niveau du liquide céphalorachidien. Il y a des recommandations pour ce qui va concerner l'examen électrophysiologique, pour expliquer certains troubles que l'on constate chez nos patients avec des potentiels évoqués. C'est les mesures du flux cérébral, c'est les mesures de la pression intracrânienne associées aux évaluations neurocognitives et aux évaluations des systèmes sensitifs tels que la perception de l'odeur, l'audition ou les fonctions vestibulaires. Ce sont des recommandations, pour l'instant, basées sur des observations. Il nous faut aller plus loin. Certes, et je vais conclure par ça, de manière centrale, nos victimes commencent leur périple difficile au moment de l'explosion et le termineront vraisemblablement au moment de leur décès. Durant toutes ces années, ils vont être confrontés à différentes spécialités dans notre domaine. Au tout début, le préhospitalier, la médecine d'urgence et puis les chirurgies successives. Ils vont aller passer des tests neurologiques. Il y aura des analyses d'immunologie, de toxicologie, enfin, toute une série de spécialités vont être impliquées dans la prise en charge de ces patients qui, de manière un peu individuelle, vont sans doute consulter puis l'un et puis l'autre, sans pour autant savoir qu'une approche globalisée pourrait être peut-être donner de meilleurs résultats. Ces patients vont aussi être confrontés à beaucoup d'organismes et d'organismes qui vont générer des procédures qui sont parfois pour ces victimes très lourdes, voire peu acceptables. Il s'agira de l'expertise du dommage, il s'agira des contacts avec les remboursements de soins,
Il s'agira des connaissances et des questionnements, entre autres au niveau universitaire, et nos deux compagnies sont en charge de ce développement de la connaissance. Ils vont aussi être confrontés à des problèmes d'ingénierie parce que leur prothèse, à un moment donné, va devoir être remplacée. Quelle va être l'évolution dans ce domaine des prothèses? Sans parler qu'ils vont être confrontés à des problèmes d'assurance et pas mal d'enquêtes pour essayer de définir si réellement ce dommage est lié ou pas à l'onde de choc qu'ils ont subie, tout en sachant que les aspects juridiques vont être aussi, pour certains patients, un moment particulier qui contribue au traitement. Il s'agira de la reconnaissance de leur statut de victime. Maintenant, quand je parle des victimes, je parle des victimes des attentats, puisque le thème était orienté sur Zaventem Maalbeek. Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi d'autres patients explosés, pas nécessairement victimes d'attentats terroristes. Pour ce qui concerne notre histoire récente, les explosions de Guilanguien, les explosions domestiques dans une maison vont générer ce type de lésions chez ces patients. Ok, ils ne seront pas victimes d'actes terroristes ou d'actes de guerre, mais ils vont être confrontés aux mêmes effets liés à cette explosion, qu'elle soit liée à l'explosion d'une bonbonne de gaz ou qu'elle soit liée à un salopard qui promenait une bombe dans un hall de l'aéroport. Je conclurai en disant, il nous faut donc une approche multidisciplinaire. Il nous faut former nos gens, et je pense que c'est le rôle de nos facultés de médecine de ne pas perdre de vue que cette pathologie est particulière et va générer un certain nombre de choses que l'on ne peut pas encore expliquer, qui vont devoir déboucher sur des éléments de recherche pour pouvoir affiner nos approches diagnostiques et thérapeutiques, et de savoir que tout cela va prendre du temps. Si le procès et le jugement est prononcé aujourd'hui pour les pauvres victimes des attentats de Maalbeek et de Zaventem, ils vont pendant tout le restant de leur vie continuer à se plaindre de pathologies que nous ne sommes pas toujours capables de comprendre aujourd'hui. La seule chose pour laquelle j'ose demander à l'audience, c'est de comprendre, d'avoir de la compassion et d'avoir de la compréhension en se disant ce n'est pas encore prouvé, mais c'est peut-être lié à la pathologie que j'observe et vraisemblablement une des conséquences. Et si elle ne l'est pas, je pense que ces victimes méritent le bénéfice du doute. Je terminerai en disant juste une chose, avant de vous laisser poser une question, de vous en poser une à vous. Vu ce phénomène des patients blessés par les explosions, je suis à 20 minutes. Vu que c'est une pathologie rare quelque part, en termes de santé publique, mais est-ce que cela ne mérite pas de se pencher un peu plus particulièrement sur cette problématique de la complexité des lésions par explosion, en créant peut-être au niveau national un centre d'expertise multidisciplinaire sur les lésions d'explosion et aider au mieux nos victimes dans le futur. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Neerings, pour avoir dressé ce tableau introductif qui nous illustre la complexité de la problématique, à la fois sur le plan médical, mais beaucoup d'autres problèmes connexes. Donc, nous avons décidé de faire une table ronde à la fin, Monsieur Neerings, parce que je crois que les exposés vont un peu se recouper. Donc, on invitera à la fin les 4 orateurs à venir ici à la tribune. Et on fera donc une table ronde. Vous aurez tous les loisirs de répondre, de poser vos questions. Donc, essayez de les mémoriser si vous en avez déjà pour M. Neerings.